Ville contre campagne, qui survit vraiment en cas d'effondrement? Le silence s'abat sur la métropole. Plus d'électricité depuis 72 heures. Les supermarchés sont vides, les stations-service à sec. Dans votre appartement du 8e étage, vous regardez par la fenêtre les rues déjà parsemées de détritus, les premiers pillages qui commencent. Votre voisin de palier frappe à votre porte, désespéré. Tu as de l'eau? De la nourriture? Pendant ce temps, à 200 km de là, votre cousin dans son village de 800 habitants allume tranquillement son poêle à bois, traite ses chèvres et puise l'eau de son puits. Qui de vous deux a fait le bon choix? Cette question hante l'esprit de nombreuses personnes aujourd'hui. Face aux crises multiples, climat déréglé, tensions géopolitiques, fragilité des chaînes d'approvisionnement, instabilité économique, nous nous demandons tous, où serions-nous le plus en sécurité si tout s'effondrait? Beaucoup pensent avoir déjà la réponse. Mais attention, la réalité pourrait bien vous surprendre. Mais avant de nous y pencher, si vous aimez les astuces de survie, laissez-moi un j'aime, un hype et activez la cloche de notification. On y va. La vérité dérangeante sur la survie urbaine, l'illusion de la civilisation moderne. Commençons par briser une idée reçue. Non, les villes ne sont pas des pièges mortels en cas de crise majeure. Cette croyance populaire, nourrie par Hollywood et les forums survivalistes, ignore une réalité fondamentale. Les centres urbains sont des concentrés d'intelligence collective, de ressources et d'organisation sociale. Prenons l'exemple concret du verglas de 1998 au Québec. Montréal, malgré ses 3 500 000 habitants, a mieux résisté que les zones rurales isolées. Pourquoi? Infrastructures de secours concentrées, hôpitaux équipés de générateurs, centres d'hébergement d'urgence, réseaux d'entraide organisés et densité de compétences. Les atouts cachés de la jungle urbaine. Premièrement, la diversité des expertises. Dans votre immeuble vivent peut-être un médecin, un électricien, un mécanicien, une infirmière, un informaticien, un professeur de chimie. Cette concentration de savoir-faire est votre premier filet de sécurité. En campagne, le médecin le plus proche peut être à 45 minutes de route, si les routes sont praticables. Et vous, connaissez-vous les compétences de vos voisins? Sinon, c'est peut-être le moment de le découvrir. Deuxièmement, l'infrastructure de distribution. Les villes sont conçues comme des hubs logistiques géants. Même en cas de perturbation, les autorités concentrent leurs efforts de secours sur les zones urbaines denses. Les premiers camions de vivres, les premiers rétablissements électriques, les premières interventions médicales d'urgence, tout va d'abord vers les villes. Troisièmement, l'effet de masse. Un supermarché urbain stocke l'équivalent de ce que 50 familles rurales ont dans leur placard. Un hôpital urbain dispose de plus de médicaments que toutes les pharmacies rurales d'un département. Cette concentration de ressources joue en votre faveur, surtout dans les premiers jours critiques. Mais attention, la ville a ses faiblesses mortelles, la dépendance totale au système. Vous ne savez probablement pas faire pousser une tomate, réparer un générateur ou purifier l'eau. Votre survie dépend entièrement de systèmes complexes et interconnectés. Quand ils tombent, vous tombez avec. L'anonymat tueur. En cas de crise prolongée, l'anonymat urbain se transforme en prédateur. Vos voisins ne vous connaissent pas, n'ont aucune raison de vous aider. La solidarité communautaire, si vitale en situation de survie, n'existe tout simplement pas. La surpopulation explosive, 8 millions de personnes qui se disputent les mêmes ressources limitées. Faites le calcul. Même si chaque Parisien n'a besoin que de 2 litres d'eau par jour, cela représente 16 millions de litres quotidiens. Sans infrastructure, c'est mathématiquement impossible. La campagne, Éden ou mirage. L'illusion de l'autosuffisance, c'est quelque chose qu'on entend souvent. À la campagne, j'ai mon potager, mes poules, mon puits. Ce type de phrase, je l'ai déjà entendu. Mais creusons un peu. Est-ce que votre potager nourrit réellement votre famille toute l'année? Est-ce que vous produisez vos propres graines? Savez-vous conserver les légumes sans réfrigération? Maîtrisez-vous la rotation des cultures? La réalité, c'est que même à la campagne, nous dépendons massivement des chaînes d'approvisionnement modernes. Votre autonomie n'est souvent qu'une autonomie de week-end. Les vrais avantages ruraux, ce sont d'abord les ressources en eau. L'accès direct à l'eau non traitée, puits, sources, rivières, représente un avantage considérable. En ville, quand les stations de traitement s'arrêtent, vous n'avez plus rien. À la campagne, vous avez encore des options, même si, bien sûr,
elle demande des connaissances pour la purification. Ensuite, il y a l'espace de production. Théoriquement, vous pouvez produire votre nourriture. Mais attention, un adulte a besoin d'environ 2000 à 4000 mètres carrés de terre cultivable pour survivre uniquement de ce qu'il produit. Avez-vous cette surface, ces compétences? Et puis, il y a les ressources énergétiques, bois de chauffage, possibilité d'éolien ou de solaire à petite échelle, récupération d'eau de pluie. La campagne offre plus d'options pour l'autonomie énergétique, à condition de savoir les exploiter. Enfin, la communauté soudée, dans un village, presque tout le monde se connaît. Cette cohésion sociale, c'est votre meilleure assurance-vie en cas de crise. L'entraide, ce n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité quotidienne. Les dangers méconnus de l'isolement rural. L'isolement médical fatal. Votre infarctus ne peut pas attendre 45 minutes d'ambulance. En cas de crise systémique, les secours ruraux sont les premiers à être abandonnés. L'isolement peut tuer plus vite que la faim. La vulnérabilité aux groupes organisés. Un village isolé devient une cible facile pour des groupes mal intentionnés. Pas de police de proximité, pas de renfort possible, peu de moyens de défense collective. La dépendance cachée. Votre tracteur tombe en panne, votre pompe de puits se casse. Sans pièces détachées et sans techniciens spécialisés, votre autonomie s'évapore instantanément. Alors, selon vous, êtes-vous plutôt profil urbain ou rural? Vous allez vite le savoir. Le facteur décisif, c'est votre profil de survie. Alors, êtes-vous un survivant urbain? Vous excellez en ville si vous avez des compétences techniques recherchées, comme médical, électricité, mécanique ou informatique. Si vous savez créer du lien social rapidement, que vous maîtrisez la négociation et l'échange, que vous vous adaptez vite aux situations changeantes, et puis si vous avez constitué un réseau de connaissances diversifié. Les crises passées nous ont montré que les immeubles peuvent s'organiser spontanément, soignants qui apportent leur expertise, retraités qui coordonnent les courses groupées, jeunes qui montent des systèmes de communication. La force du collectif urbain réside vraiment dans cette complémentarité des compétences. Mais alors, êtes-vous plutôt un survivant rural? Vous excellez à la campagne si vous maîtrisez les compétences pratiques, comme le jardinage, le bricolage ou la conservation alimentaire. Si vous savez vous intégrer dans une communauté existante, que vous acceptez le rythme plus lent et la dépendance au groupe, que vous avez une excellente condition physique et que vous supportez l'isolement et le manque de stimulation. L'intégration dans une communauté rurale demande du temps et de la patience. Les témoignages concordent. Il faut souvent plusieurs années pour passer du statut de « nouveau » à celui de membre pleinement accepté. Cette intégration est cruciale, car elle détermine votre accès aux ressources partagées et à l'entraide collective en cas de crise. La stratégie hybride, c'est un peu le meilleur des deux mondes, non? L'approche du pied-à-terre, la solution optimale pourrait bien être la bilocalisation. Ça veut dire maintenir un ancrage urbain pour les ressources et opportunités, tout en développant un refuge rural pour les crises prolongées. Concrètement, cela veut dire une résidence principale en périphérie urbaine, pour garder l'accès aux services tout en étant à distance des centres de tension, et un refuge rural à moins de 2 heures de route, idéalement dans un village où vous avez tissé des liens. Il s'agit aussi de développer des compétences dans les deux environnements et de répartir des stocks stratégiques entre les deux lieux. Et puis, il y a les zones intermédiaires. L'équilibre parfait, les bourgs-centres, entre 5000 et 15 000 habitants, combinent des services de base maintenus, hôpital, pompiers, gendarmerie, une densité humaine suffisante pour la diversité des compétences, la possibilité de production alimentaire en périphérie, une cohésion sociale plus forte qu'en métropole et une bonne accessibilité depuis les grandes villes. Et vous? Vous avez un plan B? Une ville? Un village? Un refuge stratégique? Dites-le moi en commentaire. Par exemple, Châteauroux, Montluçon, Aurillac. Ces villes moyennes offrent un compromis intéressant entre autonomie et service. Tiens d'ailleurs, dites-moi en commentaire, dans quelle ville ou village vous aimeriez installer votre refuge? Préparer sa survie, c'est avant tout s'adapter à son environnement. Alors, pour un kit de survie urbain réaliste, il faut prévoir, par personne, 3 litres d'eau par jour pour au moins 7 jours, de la nourriture non périssable pour 2 semaines, comme des conserves, des pâtes ou du riz. Ajoutez une radio à piles et des piles de rechange,
des lampes LED avec une powerbank solaire, une trousse de premier secours complète, un réchaud à gaz avec des cartouches et des sacs étanches pour protéger vos documents et votre électronique. Mais ce n'est pas tout. Pensez aussi à votre réseau social. Identifiez les compétences de vos voisins avant la crise, organisez des apéros sécurité pour créer du lien et rejoignez les associations locales, qu'il s'agisse de premiers secours ou de protection civile. Si vous vivez en zone rurale, le kit de survie doit être un peu plus spécialisé. Il vous faudra un générateur, essence ou solaire, avec un stock de carburant, des outils manuels comme une scie, une hache, une pelle et une pioche, des graines non hybrides pour un potager d'urgence, un système de purification d'eau, que ce soit des filtres, des pastilles ou des UV, un poêle à bois avec un stock de combustible et du matériel de chasse ou de pêche selon la réglementation. Les compétences critiques sont tout aussi importantes. Savoir conserver les aliments par séchage, salaison ou lactofermentation, maîtriser les premiers secours avancés comme la suture ou la réduction de fractures, être capable de faire des réparations mécaniques de base et pratiquer le jardinage en permaculture. Alors, voyons ensemble quelques scénarios réels pour comprendre qui s'en sort vraiment. Premier scénario, une panne électrique généralisée pendant 7 jours. En ville, les premiers jours révèlent la fragilité urbaine, mais aussi sa capacité d'adaptation. Les magasins ferment rapidement, mais l'organisation collective peut émerger dans certains quartiers. La densité permet parfois des solutions créatives, comme des groupes électrogènes partagés ou la mise en place de cuisines collectives. À la campagne, l'impact est généralement moins immédiat grâce aux alternatives énergétiques existantes, comme le bois ou les générateurs privés. Cependant, l'isolement peut devenir critique, surtout en cas d'urgence médicale. Deuxième scénario, un effondrement économique majeur sur 6 mois. En ville, les tensions sociales s'intensifient avec le temps. Paradoxalement, l'aide internationale et les mesures d'urgence se concentrent prioritairement sur les zones urbaines denses, ce qui crée un filet de sécurité partiel. À la campagne, le retour forcé à l'économie de subsistance favorise les communautés déjà cohésives et les individus aux compétences pratiques développées. L'isolement géographique peut aussi protéger des troubles sociaux urbains. Troisième scénario, une pandémie sévère sur 2 ans. En ville, la propagation rapide constitue un désavantage majeur, mais l'accès prioritaire aux infrastructures médicales et aux campagnes de vaccination compense en partie ce risque. À la campagne, l'isolation naturelle offre une protection considérable contre la contagion, mais l'accès limité aux soins spécialisés peut être fatal pour les cas graves. Si vous pensez encore que l'endroit fait tout, accrochez-vous, la vraie réponse est ailleurs. La vérité finale, c'est que c'est vous qui faites la différence. Après cette analyse approfondie, une évidence s'impose. Votre lieu de résidence ne détermine pas votre survie. Votre préparation mentale, vos compétences et votre capacité d'adaptation, là, oui, ça compte. Un citadin préparé, connecté à sa communauté et polyvalent dans ses compétences, survivra mieux qu'un rural isolé, dépendant et inadapté. Inversement, un rural intégré, compétent et préparé, sera plus résilient qu'un urbain passif et dépendant. Il y a, en fait, 5 facteurs décisifs, peu importe où vous vivez. La diversité de vos compétences pratiques, la qualité de votre réseau social local, des réserves stratégiques adaptées à votre environnement, votre condition physique et mentale, ainsi que votre capacité d'adaptation et de coopération. La vraie question n'est donc pas ville ou campagne, mais bien êtes-vous prêt à survivre là où vous êtes? Parce que quand tout s'effondrera, et les crises récentes nous ont montré que c'était une question de quand, pas de si, ce ne sera ni votre code postal, ni la surface de votre terrain qui vous sauveront. Ce sera votre préparation, votre communauté et votre volonté de survivre. À vous de jouer. Le temps presse peut-être plus que vous ne le pensez. L'effondrement ne préviendra pas, mais vous pouvez vous préparer. Commencez aujourd'hui, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Votre vie en dépend peut-être. Alors, êtes-vous prêt ? Dites-le moi en commentaire et partagez cette vidéo à quelqu'un qui n'a rien prévu pour s'en sortir. Si vous l'avez trouvé utile, soutenez-nous via le bouton « Merci » ou un hype, ou encore en souscrivant à l'espace membre pour bénéficier des contenus exclusifs et d'autres avantages. À bientôt sur Éco Décryptage.